je suis arrivée avec une petite valise et le cœur plein de promesses. Là-bas, à Dakar, on disait que Paris était la ville des lumières, des rêves, des opportunités. Moi, à 19 ans, je croyais que la France serait mon nouveau départ. Que j'allais enfin mener une vie digne, étudier, travailler, envoyer de l'argent à ma mère et, peut-être, revenir un jour avec fierté. Mais il m'a suffi de 2 semaines pour comprendre que le rêve était bien différent. J'ai été accueillie par un silence glacé et des regards qui me traversaient comme si je n'existais pas. Je dormais dans une petite pièce au fond de la maison, qui sentait le vieux savon et la solitude. J'ai commencé à travailler comme domestique chez une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Le patron ne me regardait jamais dans les yeux. La madame corrigeait jusqu'à la façon dont je pliais les serviettes. Et moi, je souriais. Parce que j'avais besoin de ce travail. Parce que je n'avais pas le choix. La neige est tombée pour la première fois au bout de 3 mois. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi blanc, ni d'aussi froid. C'était ironique. J'étais venue chercher un peu de chaleur, et j'ai trouvé des murs glaciales, des voix dures, et une nostalgie qui ne tenait plus en moi. Ma mère me manquait. L'odeur du riz au poisson, les musiques qui résonnaient dans les rues de mon quartier. Tout me manquait. Mais je ne pleurais pas, parce que je savais qu'ici, personne ne se soucierait de mes larmes. Et c'est comme ça que j'ai compris. Je n'étais pas venue vivre, j'avais commencé à survivre. Les jours ont commencé à se ressembler, comme une vieille horloge fatiguée. Je me levais avant le soleil, le corps endolori, l'âme lourde. Je lavais, je repassais, je nettoyais. Je montais et descendais les escaliers avec des seaux. Je frottais le sol. Je frottais ce que je pouvais de ma douleur. Mais la douleur, elle ne partait pas avec du savon. Je lavais les draps de gens qui dormaient dans des lits moelleux, alors que moi, je rêvais assise, parce que le soir, j'étais trop épuisée pour m'allonger. J'entendais les disputes de la madame avec son mari, les secrets murmurés dans le couloir, les rires étouffés derrière les portes. J'étais invisible, mais tout me transperçait. J'ai eu des ampoules aux mains, bien avant que quelqu'un ne m'appelle par mon prénom. Et pourtant, je souriais, parce que j'avais appris, très jeune, qu'une femme noire et pauvre n'avait pas le droit d'être faible, que le travail était une bénédiction, même quand il faisait mal. Mais parfois, seule dans la buanderie, je pressais les draps mouillés contre mon visage et je pleurais en silence. Parce que personne ici ne savait, ou ne voulait savoir, ce que j'avais laissé derrière. Le village où j'avais grandi, les frères que j'avais embrassés avant de partir, ma mère qui attendait des lettres que je n'ai jamais pu écrire. Je lavais tout avec soin. Mais à l'intérieur de moi, il y avait des taches qu'aucune eau ne pouvait effacer. Il s'appelait Julien. Et il ne m'a pas regardé comme les autres, ni avec mépris, ni avec pitié. Il m'a regardé avec curiosité, puis avec tendresse. Il travaillait avec son père, un avocat influent, mais sans la moindre arrogance. Il avait les yeux tristes et une âme agitée. On s'est rencontrés un après-midi ordinaire, quand il est venu chercher un livre oublié. Je nettoyais le sol du salon. Il s'est excusé de m'avoir dérangé. Et puis, il est resté. Il m'a posé des questions simples. D'où je venais? À quoi ressemblait la vie au Sénégal? Ce qui me manquait. Et moi, j'ai répondu. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie écoutée. À partir de ce jour-là, il a commencé à inventer des raisons pour revenir. Un journal oublié, une enveloppe à remettre. Je faisais semblant de ne rien voir. Mais mon cœur, lui, avait déjà compris. Julien était différent. Il écoutait. Il riait de mes histoires, me posait des questions sur mes musiques, m'offrait des livres avec des petits mots cachés à l'intérieur. Il m'appelait « belle âme ». Il ne me voyait pas comme une domestique.
Il me voyait comme une personne. Il n'y a pas eu de promesse, ni de serment. Ce qu'il y avait entre nous, c'était quelque chose de discret, de caché, mais aussi vrai que la faim et la nostalgie que je portais. Un sentiment impossible, mais incontournable. Il n'a jamais eu peur de m'aimer. Mais il n'en a jamais eu la permission. Au début, j'essayais de résister. Je me répétais que c'était dangereux, qu'il n'y avait pas d'avenir, qu'un seul faux pas suffirait à tout faire s'écrouler. Mais le cœur n'écoute pas la raison quand il a faim. Julien et moi avons commencé à nous voir en cachette, parfois dans le jardin, quand tout le monde dormait. D'autres fois, il laissait la clé de la bibliothèque, et je savais que je pouvais y entrer quand la maison était vide. Là, entre les livres et le silence, nos regards se disaient tout ce que nos bouches n'osaient pas encore prononcer. Ce n'était pas juste du désir, c'était plus profond. C'était le soulagement d'être touché avec douceur, d'être regardé comme une égale, d'être appelé par mon prénom avec tendresse. Je retrouvais la chaleur de mon pays quand il me serrait dans ses bras, comme si, l'espace d'un instant, j'étais de retour dans l'enfance, dans les bras de ma mère. Mais on savait bien que ce sentiment n'avait pas le droit d'exister. Pas dans le monde où l'on vivait. Sa peau était claire. La mienne, non. Son nom était français. Le mien, africain. Et cela suffisait à faire scandale. Dans les coulisses de cette maison élégante, entre les chuchotements des domestiques et les regards sévères des anciens, notre amour poussait comme une fleur dans le béton. Belle, mais toujours en danger. Alors, un soir, lors d'un bal, Julien a fait semblant d'être malade et est resté à la maison pendant que tout le monde s'amusait, dans ses bras. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas demandé la permission. Et lui non plus. On s'est appartenu entièrement, comme si, pendant quelques heures, le monde extérieur n'existait plus. J'ai découvert que j'étais enceinte un soir gris, après des semaines de nausées cachées et de silence avalé. Au début, je croyais que c'était juste de la fatigue. Mais mon corps m'a révélé la vérité, bien avant le retard. Et quand j'en ai eu la confirmation, je n'ai pas douté. C'était de lui. Julien ne l'a jamais su. Il n'en a pas eu le temps. La maison s'est plongée dans un silence étrange. Des chuchotements entre les maîtres, des portes qui se refermaient plus vite que d'habitude. Un jour, sans prévenir, il n'est simplement plus revenu. J'ai appris, par les autres domestiques, que son père l'avait envoyé en voyage. Personne ne disait où, personne ne me posait de questions. Quand mon ventre a commencé à s'arrondir, on m'a convoqué dans le salon. La madame ne m'a pas crié dessus. Elle a souri, froidement. Elle m'a dit que j'avais franchi une limite, que je n'étais pas de ce monde-là, qu'il y avait des règles, même pour celles qui nettoient sur les sols. Ils m'ont proposé de l'argent pour partir en silence. J'ai refusé. Alors, ils m'ont menacé. Ils ont parlé de la police, de mes papiers, du retour dans la jungle d'où je viens. Mais rien ne m'a blessée autant que cette dernière phrase. Cet enfant ne sera pas à vous. Il appartient à un autre monde. Un monde qui n'est pas le vôtre. Et moi, les mains sur mon ventre, je ne pensais qu'à une chose. Mais il est à moi. C'est mon enfant. Et le seul monde qui compte désormais, c'est le sien. La dernière semaine, plus personne ne m'adressait la parole dans cette maison. La madame faisait semblant que je n'existais pas. Le patron secouait la tête en me croisant. Les autres domestiques, celles qui chuchotaient autrefois avec moi, baissèrent les yeux. J'étais devenue une erreur, un corps de trop, une gêne à faire disparaître. Je sentais que le bébé allait arriver. Mais personne ne m'a proposé de sortir, ni de consulter un médecin. Pas une main tendue. Cette nuit-là, dans les draps usés de ma petite chambre, j'ai accouché seule. J'ai crié en silence, mordu les draps, tenu les murs. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais quand j'ai enfin entendu les pleurs, j'ai senti 1000 promesses se former en moi. Le sang a coulé, trop, et je me suis évanouie.
Quand je me suis réveillée, il n'y avait plus de bébé, plus de traces de sang, plus rien qui prouvait que j'avais été mère. Seulement un silence épais et une douleur dans le corps qui me coupait le souffle. Une des femmes de ménage est entrée, les yeux baissés. Elle a dit que tout avait été réglé, que le patron avait pris les dispositions nécessaires. On m'a remis un petit sac avec mes vêtements et une lettre. J'étais envoyée dans ma ville natale pour des raisons humanitaires. Je n'ai pas eu le temps de guérir, ni de dire au revoir, encore moins de me battre. Je n'ai pas quitté la France. La France m'a arrachée, avec froideur, avec argent, avec silence. On dit que les pleurs d'un enfant sont la première musique qu'une mère entend. Ce son qui transforme la peur en force, le vide en amour. Mais moi, je n'ai pas eu ça. Je ne connais pas son poids. Je ne sais pas s'il était petit, s'il avait des cheveux, s'il dormait paisiblement. Je n'ai pas vu ses yeux. Je ne l'ai pas nourri. Je ne lui ai pas donné de prénom. Tout ce qu'il me reste, c'est un écho. Un cri que j'entends quand je ferme les yeux. Je ne sais pas s'il était réel ou né de ma douleur, mais il est là, comme si mon âme l'avait entendu, même si mon corps n'a jamais pu le serrer. Je suis revenue chez moi avec le corps ouvert et les bras vides. Certains disaient que j'avais amélioré ma vie, mais comment expliquer que j'avais laissé une partie de moi dans une chambre sombre à Paris, enveloppée dans une couverture quelconque, sans mère, sans nom, sans droit à une histoire. Je faisais semblant d'aller bien, que la blessure guérirait. Mais la nuit, dans le silence de ma chambre, elle revenait me rappeler que mon bébé ne pleurait pas dans mes bras. Je n'ai ouvert mon sac que plusieurs jours après mon retour au pays. J'étais faible, fiévreuse, à peine capable de tenir debout. Le voyage m'avait laissé vidée, au sens propre comme au figuré. Mais quelque chose m'appelait depuis ce vieux sac de toile. Quand je l'ai ouvert, une odeur de moisi, de savon rance et de sang m'a envahi. Il y avait une couverture, celle-là même dans laquelle je m'étais recroquevillée, cette nuit-là, quand j'ai accouché seule. Je l'ai tirée doucement, comme si quelque chose de sacré était caché à l'intérieur. Et c'était le cas. Entre les plis sales, il y avait un morceau de papier, plié tant de fois qu'il menaçait de se déchirer. Une note, écrite à la main, à la hâte, tremblante, mais vraie. C'était une fille. Ils l'ont emmenée au couvent Sainte-Claire, à quelques heures de Paris. Pardonne-moi. La note a été signée par Nicole. C'était la plus jeune des femmes de ménage. Celle qui baissait les yeux quand la madame criait. Celle qui, en secret, a voulu me laisser une trace. Un éclat de vérité. C'était une fille, ma fille. Et on l'avait emmenée dans un couvent, comme un fardeau à cacher. Je me suis effondrée. J'ai pleuré comme je n'avais même pas pleuré en accouchant, parce que là, dans ce tissu taché de sang, ma fille existait enfin. On m'avait volé un fils, pensais-je. Mais c'était une fille, et personne ne me l'avait dit, sauf une couverture, et le courage d'une jeune femme. Je suis revenue détruite, mais personne ne le voyait. Dans le village, on disait que j'avais travaillé en France, que j'étais courageuse, que j'avais réussi. On me souriait comme si j'étais revenue riche, juste parce que je venais de loin. Personne ne savait ce que j'avais laissé là-bas, ce qu'on m'avait arraché. Alors, je me suis tue. J'ai utilisé le peu qu'il me restait pour recommencer. J'ai vendu des tissus, appris à négocier, ouvert une petite boutique. J'ai travaillé jour et nuit, sans relâche, comme si je pouvais combler un trou dans ma poitrine, avec des pierres et du silence. Avec le temps, mon nom a commencé à être respecté. Des gens importants de la ville me saluaient dans la rue. Je souriais, je remerciais. Mais au fond, je parlais encore à cette fille que personne n'avait jamais vue. Je n'ai parlé d'elle à personne, pas à ma mère, pas aux voisines. Elle était à moi. Et le monde ne méritait pas de savoir. J'ai tout reconstruit par-dessus des ruines.
des ruines invisibles aux yeux des autres. Mais au fond de moi, je le savais, même brisée, j'étais encore entière. Après avoir passé un certain temps à me concentrer uniquement sur mon travail, un jour, un homme est entré dans le magasin et a attiré mon attention. Il était beau, calme, poli et très séduisant. Il est arrivé doucement, comme quelqu'un qui ne voulait rien bousculer. Veuf, commerçant, connu pour sa discrétion. Il ne m'a jamais regardé avec pitié, et pour moi c'était déjà énorme. Lors de nos premières rencontres, il parlait peu et écoutait beaucoup. Il me posait des questions sur mes tissus, sur mes projets pour la boutique, sur ma façon de négocier. Il ne m'a jamais interrogé sur la France, ni sur aucun passé, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de rester. Il m'apportait du thé en fin de journée, m'aidait avec les comptes, riait de mes silences. Un jour, il m'a dit « Tu es une femme qui sait reconstruire des murailles. » C'était la première fois qu'on me définissait par ce que j'avais bâti, et non par ce qu'on m'avait pris. Notre mariage n'a pas été une fête. C'était un pacte silencieux entre deux âmes qui savaient ce que c'était. Perdre. Et savoir perdre, c'est aussi une façon d'aimer. Il ne m'a jamais demandé d'explication, jamais tenté de réparer ce que je ne disais pas. Mais il tenait ma main avec force, comme pour me dire « Tu n'as plus à tout porter seul. » Je ne me suis pas mariée pour oublier. Je me suis mariée parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a regardée et m'a vue entière. Et puis sont arrivés de nouveaux enfants. Il m'a fallu des années pour trouver le courage. Ils ont grandi en bonne santé, curieux de tout, remplis de questions sur le monde, sur moi, sur la vie. Et moi, je répondais avec soin. Mais il y avait des histoires que j'évitais. Jusqu'au jour où mon fils cadet m'a demandé « Maman, est-ce que t'as déjà eu peur de quelque chose ?» Je suis restée figée. Et dans ce silence, j'ai compris. Il était temps. Je les ai emmenés sous le grand manguier, dans la cour, là où on racontait toujours des histoires. Sauf que cette fois, l'histoire était vraie. J'ai parlé doucement, sans larmes. Je leur ai raconté la petite fille, née et arrachée à moi. Le couvent, l'absence, la couverture tachée de sang, le billet glissé en secret. Ils n'ont pas pleuré. Ils m'ont écouté comme on écoute un secret du monde. Et quand j'ai terminé, ma fille a dit « Elle est encore en vie, hein ?» J'ai simplement hoché la tête. « Alors, c'est ma sœur. C'est juste qu'elle n'est pas encore arrivée. » C'est ainsi que j'ai compris. Parfois, ce sont les enfants qui apprennent aux parents à accueillir le passé. Je ne savais pas où elle était. Je ne savais pas si elle était bien traitée, si elle mangeait à sa faim, si quelqu'un la faisait rire avant de dormir. Mais dans mes prières, je demandais toujours ça, qu'elle rie. Même sans moi, c'était difficile. Pendant des années, la colère me brûlait de l'intérieur. Colère contre la madame, contre le patron, contre la France, contre l'injustice, et parfois contre moi-même. Mais la colère ne nourrit pas, elle dessèche l'âme. Alors j'ai commencé à imaginer ce que je voulais pour elle. Une enfance douce, l'apprentissage lent de la lecture, des crayons de couleur entre les doigts, des murs à gribouiller, quelqu'un pour lui apprendre à planter et à récolter. C'est comme ça que je me soignais, en imaginant sa vie comme une histoire racontée par une autre femme, plus chanceuse que moi. Pendant que ma fille, quelque part, apprenait le son des mots, j'apprenais à laisser le silence faire mal, sans qu'il m'achève. J'ai compris que ne pas haïr, c'est une forme d'amour, et aimer, sans pouvoir toucher, c'est une prière qui ne finit jamais. Et puis vint mon retour en France. J'avais juré de ne plus jamais poser le pied sur ce sol, que je mourrais loin de ce pays qui m'avait arraché ma fille, mon sang, ma voix. Pendant des années, je me répétais « La France,
Jamais. Mais le temps a une façon étrange de remuer ce qu'on croyait enterré. C'est venu après que mes enfants s'aient grandi, après que la boutique tourne toute seule, après que le deuil soit devenu cicatrice. Ce besoin de revenir n'était pas un désir, c'était une nécessité. C'est mon mari qui l'a compris avant moi. Un soir, il m'a surprise en train de regarder ce vieux billet du couvent, ce papier jauni que je gardais comme une relique. Il s'est assis près de moi, en silence. Puis il a dit « Si tu veux y aller, je m'occupe de tout ici. Mais vas-y, pour toi. » Ce n'était pas une permission. C'était une étreinte, déguisée en phrase. J'ai acheté le billet avec les mains qui tremblaient. J'ai emporté le strict nécessaire. Un manteau chaud, un carnet de notes, et ce billet avec le nom du couvent. En posant le pied à l'aéroport Charles de Gaulle, l'air me semblait le même, froid, indifférent. Mais moi, je n'étais plus la même. J'ai marché dans les rues avec des pas solides. Chaque coin était un fantôme, chaque façade, un souvenir. Mais j'y suis allée, un pas après l'autre, parce que ce retour n'était pas de la nostalgie, c'était une réparation. Revenir en France, ce n'était pas revenir en arrière, c'était reprendre le droit d'exister, là où on avait voulu m'effacer. Après de nombreux jours de recherche, de rencontres avec plusieurs personnes, de recoupements d'informations et beaucoup de confiance, j'ai réussi à contacter la famille qui avait élevé ma fille. J'ai raconté mon histoire à cette mère et, malgré ses doutes, elle a rapidement organisé une rencontre entre ma fille et moi. Ce n'était pas comme dans les films. Il n'y a pas eu de course dans les bras, ni de larmes qui tombent en même temps. Elle était assise dans un café, déjà adulte, belle, discrète, et avec un regard qui ne savait pas s'il devait m'aimer ou me pardonner. Mon cœur battait si fort que j'en perdais les mots. Elle a dit « C'est vous, ma mère ?» Et j'ai simplement hoché la tête. Il y a eu un silence. Un de ces silences longs qui pèsent plus que toutes les phrases. Je voulais tout expliquer, raconter ce qu'on m'avait fait, dire que j'avais prié, que je l'avais rêvé chaque nuit. Mais aucun mot ne semblait assez juste. Elle m'a proposé du thé, et cela m'a brisé le cœur. C'était trop gentil, trop poli, comme si elle offrait l'hospitalité à une étrangère. Et j'en étais une, la femme qui l'avait mise au monde, mais qui n'avait pas été là pour lui apprendre à marcher, à tomber, à se relever. Nous sommes restés 2 heures, ensemble. Nous avons parlé de petites choses, du temps, de la ville, des livres qu'elle aimait. Elle était professeure, et cela m'a émue plus que tout le reste. Mais au fond, je suis repartie sans savoir qui j'étais pour elle, et avec la certitude que, même en retrouvant ma fille, j'ai encore besoin d'apprendre à être ta mère. Je suis rentrée chez moi heureuse, réconfortée, et avec la promesse de rester en contact. Dans la première lettre qu'elle m'a écrite, il y avait ces mots. « Chère Aïssatou », pas maman, pas ma mère, juste mon prénom. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que, pour la première fois, elle me nommait. Elle me reconnaissait. Elle me donnait une existence. Être appelée par mon prénom, par elle, c'était comme retrouver une identité, après des années à n'être qu'un souvenir, une absence. Les mois suivants, nous avons échangé des lettres, courtes, polies, parfois hésitantes. Elle me parlait de ses élèves, de ses lectures, de l'école. Moi, j'écrivais sur mes enfants, la chaleur, la boutique, et les nuits où je rêvais encore d'elle, petite. Elle ne m'a jamais appelée maman, et je ne l'ai jamais exigé, parce que chaque mot venant d'elle était un miracle, parce que, au fond, je savais. Elle ne me devait rien. Elle me donnait ce qu'elle pouvait, une photo, un commentaire sur la vie, une lettre signée, avec douceur. Et cela, c'était déjà bien plus que ce que j'avais jamais espéré recevoir. Il m'a fallu du temps pour trouver les bons mots, des nuits entières à écrire, puis déchirer les pages,
à essayer d'expliquer une douleur qui n'a pas de langue, un amour qui n'avait pas le droit d'exister, mais qui a existé pleinement. Après avoir répété quelques lettres, j'ai trouvé le courage. J'ai écrit avec les mains qui tremblaient et le cœur en silence. Pas pour me justifier, mais pour libérer. Je lui ai parlé de ce garçon aux yeux tristes, de l'odeur des livres, des rencontres dans la bibliothèque. Je lui ai dit qu'il n'y avait jamais eu de faute dans ce que nous avions vécu, seulement la peur du monde extérieur. Et à la fin de la lettre, j'ai écrit « Tu es né d'un amour interdit, pas d'une erreur, d'un instant de vérité qu'on m'a volé, mais que j'ai porté en moi pendant toutes ces années. » Après avoir posté la lettre, je l'ai regrettée. J'ai eu peur qu'elle s'éloigne, qu'elle ne réponde plus jamais. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, une carte, quelques mots. Juste cela. Merci de ne pas m'avoir oublié. C'est là que j'ai compris. La vérité, quand elle est dite avec amour, trouve toujours son heure. Et même si elle met en, elle trouve son chemin. Ainsi, les lettres se sont transformées en messages, et de ces messages est née la curiosité. C'est mon fils qui m'a créé un conte. Il disait que je devais voir le monde autrement. Au début, j'ai trouvé ça étrange. Des photos, des visages que je n'avais pas vus depuis des décennies, des noms oubliés qui ressurgissaient. Et puis, il est apparu, Julien. Des cheveux blancs, un visage apaisé, une famille autour de lui, des yeux toujours tristes. Je suis restée figée. Mon cœur avait 19 ans à nouveau. Il m'a fallu des jours pour décider. J'ai ouvert la messagerie des dizaines de fois. J'écrivais, j'effaçais, je respirais. Jusqu'à une nuit, sans trop réfléchir, j'ai tapé. « Bonjour Julien, c'est moi, Aïssatou. Je ne veux rien, je ne cherche rien. Je voulais juste te dire que nous avons eu un enfant et que c'est une fille. Elle existe, elle m'a rencontrée. » J'ai envoyé. Le petit cercle tournait sur l'écran et tambourinait dans ma poitrine. Mais je n'ai pas attendu de réponse, car ce n'était pas une demande, c'était un retour. Un morceau de vérité à rendre, même trop tard. Et s'il ne répond jamais, je pensais, c'est ainsi, parce que maintenant, il sait. Et elle existe. La rencontre a eu lieu quelques mois après mon message. Il m'avait répondu brièvement, disant qu'il passerait quelques jours en France avec sa famille américaine. J'en ai profité pour rendre visite à notre petite fille. Alors je suis allée en France aussi. On s'est donné rendez-vous dans un café discret en fin d'après-midi. Quand je l'ai vu, mon cœur n'a pas accéléré. Il a ralenti, comme s'il hésitait avant de rouvrir une blessure. Julien est arrivé avec un manteau gris et des pas prudents. Ses cheveux étaient plus blancs que sur la photo. Ses yeux, identiques. Mais il y avait quelque chose d'éteint en lui, comme si le temps avait recouvert tout d'une couche de poussière. On s'est salué d'un simple geste. Il a souri poliment. Et j'ai vu. Il portait une alliance. Ses mains étaient fermes, mais lointaines. La conversation fut lente, polie, remplie de silence plus lourd que n'importe quelle phrase. Il n'a pas nié. Il n'a pas fui. Mais il ne s'est pas ému non plus. « Je suis désolé pour tout », a-t-il dit. Et c'est tout. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé « pourquoi ?» La réponse était là, dans le vide entre nos tasses. Il ne savait rien. Son visage quand j'ai parlé du couvent, c'est la première fois que je l'ai vu se briser. J'avais apporté le billet, le nom de la sœur qui avait pris soin de notre fille, la date où on m'avait renvoyé. J'ai tout posé sur la table, pas pour le blesser, mais pour qu'il voie. Julien ne savait pas que j'avais accouché seule, dans une petite chambre au fond de la maison, que je m'étais réveillée, en sang, sans bébé, sans explication. Il ne savait pas que sa famille avait payé pour le silence, qu'on m'avait expulsée, avant même que je puisse devenir mère. Il a écouté,
en silence, les yeux humides. Et là, j'ai compris. Ce qui nous a séparés, ce n'était pas la lâcheté. C'était un monde entier de contrôle, de peur, de pouvoir. Je lui ai parlé de notre fille, du billet caché dans la couverture, des retrouvailles. Elle ne m'appelle pas maman, mais elle m'écrit des lettres. Il n'a rien répondu. Je n'y suis pas allée par ressentiment. J'y suis allée parce qu'il méritait de savoir. Et parce que ma fille méritait d'être reconnue. Même si c'était en silence. Je ne suis pas venue pour ramener Julien. Je suis venue pour lui rendre la vérité. Et ça, il n'a jamais eu l'occasion de l'entendre. Ma fille est devenue éducatrice. Pas par vocation, mais par instinct. Parce que le monde ne lui a jamais raconté toute son histoire. Parce qu'elle a grandi avec des questions sans réponse. Parce qu'elle sentait un vide et qu'elle a choisi d'enseigner ce qu'on ne lui a jamais donné. Un sentiment d'appartenance. Elle me l'a écrit dans une lettre, presque comme une excuse. J'ai gardé cette phrase comme on garde une relique. Elle m'a dit qu'elle aimait apprendre aux enfants à écrire leurs prénoms. C'est comme s'ils existaient pour la première fois. J'ai pleuré. Parce que j'ai compris. Elle n'enseigne pas seulement les lettres, elle enseigne l'identité. Elle apprend aux enfants qu'ils ont un nom, un lieu, une origine. Même quand il manque des morceaux. Même quand le début a été effacé. Ma fille est devenue professeure. Parce qu'elle a dû apprendre seule ce que c'est être une fille. Un jour, elle m'a écrit quelque chose que je garde comme une prière. Ce sont eux qui m'ont élevée. Mais c'est toi qui m'as donné le début. Et toute histoire a besoin d'un commencement. Il n'y a jamais eu de conflit. Pas de mots durs. Pas de volonté de remplacer. Elle m'a parlé de sa mère adoptive, celle qui lui a appris à cuisiner, de son père qui l'emmenait à l'école. Des gens bien. Des gens qui l'ont aimée sincèrement. Et moi, je n'ai pu que les remercier pour ça. Mais il y avait aussi un espace, un vide qui ne réclamait pas d'échange. Juste une présence en plus. Je ne veux retirer personne de mon histoire, m'a-t-elle dit. Je veux juste que tu en fasses partie aussi. Cela m'a bouleversée, parce que j'ai passé ma vie à croire que j'avais tout perdu. Et soudain, j'ai compris. Mon nom avait encore sa place, pas à la place de quelqu'un, mais à côté. Ma fille n'a rien voulu effacer. Elle a juste voulu ouvrir un espace, pour que nous puissions tous y tenir. Alors, un jour, nous avons décidé de nous réunir tous ensemble. Ce n'était pas facile au début. Chacun avait son histoire, son silence, sa façon de porter le passé. La première fois que mes enfants et ma fille se sont retrouvés dans la même pièce, il y a eu peu de mots, mais des regards, du respect, de la curiosité, une forme de douceur qu'on n'enseigne pas, qu'on ressent. Mon mari, avec sa sérénité habituelle, a simplement dit « Une famille, ce n'est pas ce qui s'emboîte parfaitement, c'est ce qui reste, malgré les fissures. Aujourd'hui, quand nous sommes tous assis autour de la table, personne ne fait semblant. Il n'y a pas de masque. Il y a des souvenirs, certains douloureux, d'autres beaux, tous sincères. On parle de ce qui a été perdu, de ce qui a été retrouvé, des lettres anciennes, du billet dans la couverture, du jour où elle a prononcé mon prénom sans hésitation. Notre table n'est pas parfaite, mais elle est vraie, et peut-être que c'est ça, guérir. Personne ne m'a demandé pardon, ni la madame, ni le patron, ni la France. Seul Julien est en retard. Pendant longtemps, j'ai attendu. Une parole, une larme, un simple « je suis désolée ». Mais rien n'est venu. Et un jour, je me suis fatiguée de saigner pour des blessures que les autres ignoraient, même avoir causé. Pardonner, ce n'était pas oublier. Jamais. Je me souviens de tout. De l'odeur de cette nuit où j'ai accouché. Du silence pesant du couvent. De l'avion qui m'arrachait. Ces souvenirs, je les porte comme des cicatrices que l'on ne voit que de l'intérieur. Mais un jour, j'ai compris. Si j'attendais encore la justice, je n'aurais jamais la paix.
Alors j'ai lâché. Pas pour eux, pour moi. Parce que vivre avec la haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe. J'ai pardonné sans excuse, parce que mon cœur avait besoin de respirer. Les gens me croisent au marché, m'appellent Madame Aïssatou. On me demande des conseils. On dit que je suis forte, que mon histoire est une leçon de vie. Je souris. Je remercie. Mais au fond, je sais qui je suis. Je suis la femme qui a tout reconstruit de ses propres mains, qui a élevé ses enfants avec amour, qui est retournée en France avec courage, qui a retrouvé sa fille sans savoir si elle serait accueillie. Je suis tout cela. Mais je suis aussi celle à qui on a tout pris, sans prévenir. Je porte sur mes épaules la dignité de celle qui a tenu debout, mais aussi le vide de celle qui n'a pas pu vivre certaines choses. Je n'étais pas là pour son premier jour d'école. Je n'ai pas entendu son premier rire. Je ne lui ai pas tenu la main quand elle est tombée. Rien de tout ça ne reviendra. Et j'ai appris à vivre avec cette absence comme si elle faisait partie de moi. Aujourd'hui, je suis aimée. Mais je reste celle à qui on a tout pris. Et c'est avec cette vérité-là que je continue. En paix. Beaucoup de gens entendent mon histoire et me demandent « Tu l'aimes encore ?» Ou bien « Si tu pouvais revenir en arrière, tu changerais quelque chose ?» Je souris et je réponds doucement « Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de dignité. » L'amour, je l'ai connu, même caché, même arraché. Mais la dignité, j'ai dû la conquérir chaque jour, avec silence, courage et foi. Je ne raconte pas mon histoire pour qu'on me plaigne. Je la raconte pour qu'aucune femme n'ait plus à se taire comme je l'ai fait. Pour qu'aucune mère ne soit effacée de la vie de son propre enfant. Pour que la mémoire de ce qu'on m'a pris devienne un socle pour celles qui viendront après. Aujourd'hui, je regarde ma fille, mes fils, mon mari, et je vois une table complète. Fêlée, oui, mais solide. Je n'ai pas remonté le temps. J'ai marché avec lui. Et j'ai repris ce qu'on ne m'avait jamais donné, le droit d'exister. En vérité, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire d'âme qui retrouve sa place. Je n'ai pas eu de justice, mais j'ai trouvé la paix. Je n'ai pas retrouvé le temps perdu, mais j'ai retrouvé ma voix. Et parfois, c'est tout ce dont une âme a besoin. Si mon histoire a touché votre cœur, laissez quelques mots. Pas seulement pour cette grand-mère, mais pour toutes les femmes qu'on a forcées, un jour, à se taire.